Bonjour, l'invitée des Échos ce matin est Anne Letzgen, présidente du groupe Schmitt. Bonjour Anne Letzgen. Bonjour. Bonjour. Vous présidez le premier groupe français de fabrication de cuisine avec Schmitt et Cuisinella. Vous êtes le premier exportateur de meubles en France. Comment expliquer ce succès? Vous dirigez cette entreprise familiale depuis 2006. Vous avez doublé le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui a contribué à la croissance sur ces 12 années que vous présidez cette entreprise? Alors, un des éléments fondateurs dans la croissance de l'entreprise, de ce qui fait le succès de l'entreprise, c'est déjà la coopération qu'on a avec notre réseau de distribution, puisqu'on travaille avec un réseau de concessionnaires indépendants, avec qui on a un lien très très fort et qui nous permet de créer, d'apporter de la valeur pour notre consommateur qui nous fait confiance. Ça, c'est le premier point. On a toujours cru que les marques ont une importance fondamentale dans ce métier pour la réassurance d'un client qui fait un achat qui est très impactant. Et donc, on a beaucoup travaillé sur la notoriété, sur l'image de nos marques. Et surtout, un des fondamentaux, quand même, c'est d'avoir un produit de qualité et surtout d'essayer d'aller un peu au-delà de la promesse qu'on fait à nos clients en matière de produits, en matière de services. Donc, on travaille beaucoup la conception de notre offre, le mode de distribution. Et un autre élément clé qui nous différencie beaucoup de certains de nos confrères, c'est qu'on fabrique sur mesure, au pièce à pièce pour nos clients. Donc, on est capable de leur apporter un service très personnalisé et puis un produit assez unique. Aujourd'hui, vous n'êtes plus seulement dans la cuisine. Alors, on s'est ouvert à d'autres univers, effectivement. On a démarré la fabrication et des solutions pour la salle de bain il y a déjà pas mal d'années, puisque c'était en 92. Mais surtout, un marché qui, pour nous, paraît vraiment très important, sur lequel on travaille depuis plus d'une dizaine d'années, c'est le marché du rangement, au sens très large du terme, avec du placard, du dressing, tout ce qui est solution d'aménagement sur mesure de l'habitat. Donc, on sait équiper aujourd'hui toutes les pièces de la maison sur mesure et dans des offres totalement personnalisées. On va rappeler quelques chiffres quand même fondateurs, quelques chiffres importants de cette entreprise. C'est plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, exact. L'entreprise fait un peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 730 magasins en Europe, un peu plus de 730 magasins en Europe. Une croissance moyenne de 7% par an. D'accord. Et comment vous arrivez à maintenir cet outil industriel en France? Vous avez annoncé au mois de juin la création d'une nouvelle ligne de production en Alsace. On pourrait s'imaginer que la production de meubles de cuisine à bas prix, enfin la concurrence à bas prix avec les meubles Ikea par exemple, est extrêmement forte. Comment arrive-t-on à maintenir cet outil industriel en Europe et en France en particulier ? Alors pour maintenir un outil industriel en Europe, déjà il faut travailler la digitalisation et la robotisation de nos sites, effectivement, parce qu'on est capable de maintenir des emplois en France à condition que ce soit des emplois qui soient complémentaires de la technologie, parce que la technologie et la robotisation, l'automatisation nous permettent non seulement d'améliorer les conditions de travail des collaborateurs, de maîtriser la qualité et surtout d'avoir une productivité qui est bien meilleure dans des sites qui sont plus automatisés. Et ça veut dire des populations qui ont des profils bien particuliers. Et le deuxième point qui est important pour être présent en France, c'est que le cœur de nos clients, nos distributeurs et de nos consommateurs, ils sont quand même en Europe de l'Ouest. Et l'Alsace est plutôt bien située pour des questions logistiques, pour approvisionner l'ensemble des pays européens. Vous pouvez livrer aussi bien en Espagne qu'au Danemark à partir de l'Alsace. Donc il y a des vraies raisons logistiques qui font que c'est intéressant de rester en Alsace. Ça suppose des investissements importants en robotisation ? Oui. Alors, on investit beaucoup à la fois dans nos outils industriels et dans notre système d'information. On investit plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Une année moyenne, on peut faire autour des 40 à 50 millions d'euros d'investissement. Et là, sur plusieurs années, comme on a construit quelques nouvelles usines et beaucoup investi dans la digitalisation, à la fois de notre process de commande, mais aussi de l'expérience client, puisque on digitalise à la fois le front office et le back office. On peut aller jusqu'à certaines années, jusqu'à 70-80 millions d'euros d'investissement. Et cela a-t-il des impacts sur l'emploi ? Alors ça a des impacts sur l'emploi, c'est que déjà, sans cette automatisation, cette robotisation, on ne maintiendrait pas les emplois en France. Donc déjà, ça permet de maintenir cet emploi. Mais surtout, c'est d'autres types d'emplois. C'est des emplois beaucoup plus qualifiés. Donc ça veut dire des grands plans de formation pour les collaborateurs, pour qu'on puisse les habituer et les former à la maîtrise de ces nouvelles technologies. On pratique aussi beaucoup l'apprentissage. On a plus de 130 apprentis. On fait des vraies campagnes de recrutement pour les apprentis parce que pour nous, c'est vraiment important d'être capable d'attirer des talents, des jeunes talents, et de les former à des métiers très technologiques. Et notamment, par exemple, les filles. Il y a très peu de filles qui vont dans les filières de l'industrie, dans les métiers de la technologie. Et par l'apprentissage, on arrive à leur donner envie et ce goût de venir travailler chez nous. Donc oui, ça a un impact sur l'emploi. Il faut des postes très qualifiés. Et on dit souvent à des enfants, si tu bosses pas à l'école, tu iras à l'usine. C'est pas vrai du tout, quoi. Aujourd'hui, dans les usines, très techno, il faut des emplois, des gens qui sont qualifiés, qui sont capables de progresser, s'adapter à la technologie. Et on le disait en démarrant, vous êtes le premier exportateur de meubles en France. Comment on réussit sur les marchés internationaux? Est-ce que, par exemple, le Made in France est un argument de vente pour vous à l'international?
Alors, pour réussir sur les marchés étrangers, le premier truc qui est important déjà, c'est qu'il faut s'adapter en matière d'offres. C'est de se dire de quelle offre ont besoin ces clients-là et quel niveau de service ils exigent. Et nous, on se rend compte que dans les différents pays européens dans lesquels on est, les exigences ne sont pas les mêmes. Certains sont plus axés design, d'autres plus sur le niveau de service, sur la rapidité du service après-vente, par exemple, et des choses comme ça. Et la présence internationale, elle fait monter l'exigence chez nous. Et ce qui fait que si on a eu une position leader en France, c'est certainement par cette présence internationale qui nous a challengés différemment dans chaque pays. Donc ça, c'est important. Comment est-ce qu'on peut faire une offre globale, mais qui est adaptée au local. Donc ça, c'est vraiment très important. Après, le Made in France, dans beaucoup de pays, c'est pas forcément un argument. En France, pour certains consommateurs, ça peut l'être. Mais pour nous, ce qui est important, c'est pas tant de dire qu'on est Made in France. Certes, si vous voulez acheter une cuisine Made in France, nous, on peut vous en procurer, mais il y a d'autres acteurs qui savent le faire. Le vrai sujet, déjà, c'est de se dire Made in France, OK, mais dans quelles conditions de travail? Donc, est-ce que l'entreprise, elle respecte les conditions de travail correctes, etc. Donc, nous, on est ISO 9001, 14001, OSAS 18001, NF Environnement, etc. Donc, c'est quel engagement RSE l'entreprise a? Ça me paraît beaucoup plus important. Le développement durable, la politique de développement durable, c'est quelque chose aujourd'hui qui est plus important dans votre métier que ne l'est le Made in France, c'est ce que vous dites? Alors, en tout cas, nous, on estime que notre promesse, elle va au-delà du Made in France. C'est que vous pouvez acheter, c'est comme quelqu'un qui dit, moi, je veux acheter des produits de l'alimentaire local, mais vous pouvez acheter des trucs dégoûtants qui sont produits localement. Nous, ce qu'on dit, c'est que non seulement vous pouvez l'acheter parce que c'est produit localement, mais aussi, on le fait dans des conditions de travail qui sont bien particulières. Voilà. Et en plus, nous, ce qu'on veut proposer à nos clients, c'est pas simplement le Made in France. Certes, on peut être Made in France, mais c'est pas un territoire qui peut être préempté que par nous. Alors que nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'on vous offre un produit totalement sur mesure, fait à la commande, complètement personnalisé dans une diversité que personne ne sait vous proposer, et tout ça reste accessible. Voilà, donc effectivement, ça peut être Made in France, mais c'est fait dans des conditions de travail qui sont respectables à la fois en termes de matière qu'on utilise, on est PEFC, etc., des conditions de travail correctes pour nos collaborateurs. On travaille beaucoup aussi la culture d'entreprise dans les points de vente et chez nous. Donc c'est tout ça qui fait, ça va pour moi bien au-delà du Made in France. Oui, parlons-en justement. Vous avez fait une rencontre importante dans votre carrière de manager et de dirigeante, c'est celle de Isaac Getz, qui est le théoricien de l'entreprise libérée. Comment vous avez comment vous avez adapté ce concept d'entreprise libérée au sein de votre entreprise? Alors en fait, on a une culture d'entreprise chez nous, comme dans beaucoup d'entreprises familiales, où il y a beaucoup d'engagement, d'attachement, des gens qui restent longtemps, etc. Et toujours eu beaucoup d'engagement. Enfin, il y a une expression chez nous qui dit les gens mettent tête, cœur, tripes dans le boulot, et c'est ce qu'on attend d'eux, et c'est pour ça qu'ils viennent chez nous aussi. Puis un jour, j'ai rencontré Isaac Getz, et puis parfois, quand je parlais de l'entreprise telle que moi je l'imagine, on me disait ouais, c'est pas le monde des bisounours, c'est l'industrie, etc. Et puis en fait, je disais mais non, mais une entreprise différente peut être possible. Et donc du coup, on s'est posé la question de se dire mais nous, on cherche pas à trouver un dogme ou une entreprise libérée, c'est pas ce qu'on cherche, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut s'inspirer d'autres entreprises et comment est-ce qu'on peut traduire ce qu'on a au fond de nos tripes sur comment on veut travailler et vivre ensemble en s'inspirant de ce qu'on a pu voir ailleurs. Et donc il y a toutes sortes d'initiatives qui sont montées dans l'entreprise, qui sont portées par des collaborateurs. Depuis c'est quoi notre étoile, comment est-ce qu'on veut, c'est quoi les valeurs qu'on veut vivre dans notre entreprise, comment est-ce qu'on met le plaisir au service de la performance, et toutes sortes d'initiatives sont portées par des collaborateurs au travers de Be Schmidt Day, c'est des journées où chacun peut venir s'exprimer, depuis chaque opérateur jusqu'à moi, sur comment il veut vivre et travailler ensemble. Et on met toutes sortes d'initiatives. Par exemple, on a développé une initiative qui s'appelle le Vie mon job. C'est qu'une fois par an, chaque collaborateur peut aller passer une journée avec la personne de son choix. Moi, par exemple, je vais passer une journée avec un chef d'équipe, en équipe du matin. C'est vachement intéressant parce qu'on découvre le métier très différemment. Il est venu chez moi ou il est quelqu'un du marketing venu chez moi. Donc, il y a plein d'initiatives, tout ce qui permet de favoriser la transversalité, une meilleure coopération. C'est ça qu'on cherche à faire. Et pour nous, l'entreprise libérée, entre guillemets, on fait très attention à tout ce qu'il peut y avoir derrière de dogmatique, mais c'est surtout de se dire comment est-ce qu'on peut favoriser une entreprise plus agile où les gens prennent des décisions, et pour qu'ils prennent des décisions, il faut leur faire confiance. Parce que plus l'entreprise grandit, plus on a besoin que chacun puisse prendre des décisions, accepter de prendre des risques, de se tromper, d'en apprendre quelque chose, donc d'être dans une culture beaucoup plus test and learn, un peu culture start-up, mais adaptée à une grande entreprise. C'est ça qu'on essaie de favoriser. Et apparemment, ça fonctionne. En tout cas, on essaie de faire en sorte que on arrive à maintenir un climat dans lequel les gens peuvent être efficaces, efficients, et surtout d'attirer des talents, de se dire comment est-ce qu'on peut attirer des gens sympas, bien chez nous, qui s'adaptent à notre culture et puis qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et qui restent chez nous en fait. Merci Madame Anne Letzgen. Je rappelle, vous êtes présidente du groupe Schmidt. On se retrouve lundi pour un nouvel invité sur leséchos.fr.